Monsieur Laponche, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici à Paris. Première question, la transition énergétique, est-ce que c'est une idée écologiste ou aujourd'hui c'est véritablement indispensable? Écoutez, c'est une obligation mondiale. Et la plupart des États l'ont compris. Alors que ce soit une idée écologiste, oui, mais c'est une idée qui s'impose pour des raisons de protection de l'environnement et des raisons économiques. De protection de l'environnement et économique parce que la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter au niveau mondial, qu'elle repose beaucoup sur des combustibles, des énergies de stock, c'est-à-dire les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz et l'uranium, qui ont des ressources limitées. Les prix du pétrole augmentent sans cesse et donc il y a une pression économique que l'on ressent au niveau de la facture, les coûts de l'énergie pour les ménages. Et en plus, la population mondiale augmente et donc on ne peut pas tenir à ce rythme. Et on voit qu'avec l'évolution de la population et la montée en puissance normale de la croissance de pays comme la Chine, l'Inde et d'autres pays en développement, il faudrait 5 planètes. Donc c'est clair que les ressources ne permettent pas ça. Et donc la transition énergétique, c'est relativement simple. C'est d'une part de consommer mieux et moins, c'est-à-dire que les pays riches peuvent réduire leur consommation d'énergie. Et d'ailleurs, l'objectif pour la France a été fixé de diviser par 2 la consommation d'énergie, et c'est faisable, mais il faut un certain temps. Donc ça, c'est un objectif 2050, mais il faut le faire suivant des étapes. Donc commencer tout de suite la transition énergétique. Et les pays en développement, et la Chine est un bon exemple, au lieu de prendre le modèle des pays riches des années 70 où il fallait monter sans arrêt, appliquent déjà des mesures de transition énergétique pour non pas réduire leur consommation, mais l'augmenter moins. Donc la clé de la transition énergétique, c'est d'abord les économies d'énergie. Vous parlez de la France, est-ce que justement la France est un mauvais élève de cette transition? Il ne faut pas exagérer, elle n'est pas un très bon élève, mais elle a fait quand même des choses, comme d'ailleurs la plupart des pays occidentaux, depuis le premier choc pétrolier. Donc il y a eu déjà des mesures d'économie d'énergie qui font que ces pays, globalement, n'ont pas augmenté leur consommation d'énergie par habitant. Ce qui est déjà pas mal, parce que si vous voulez, à l'époque, on pensait que ça allait augmenter de façon exponentielle. Cela dit, on sait très bien ce qu'il faut faire, que ce soit dans les bâtiments, dans l'industrie, dans les transports. On en fait un peu, donc c'est pas rien, mais on pourrait en faire beaucoup plus. Et ce beaucoup plus est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas supporter une économie qui continue à dépenser tellement pour son énergie, en particulier en importation. Les prix du pétrole ont presque triplé en moins de 10 ans. Et donc c'est obligé qu'il y ait une répercussion sur les économies nationales. Et donc il est temps d'aller plus vite et d'appliquer les programmes qu'on a établis depuis des années. Enfin, si vous voulez, c'est pas du tout une question c'est même pas une question d'innovation, c'est vraiment une question d'appliquer ce qu'on sait faire. Quand on parle transition énergétique, on parle forcément énergie renouvelable. Est-ce que c'est vraiment la solution pour demain? Est-ce qu'on pourra se passer à terme du nucléaire? Il y a aussi un problème de stockage justement du nucléaire. Alors la transition énergétique, c'est effectivement 3 piliers, on peut dire. Un pilier d'économie d'énergie, un pilier d'énergie renouvelable et un pilier, je dirais, socio-économique, c'est-à-dire que vous changez les acteurs. Les acteurs qui étaient uniquement les acteurs du milieu de l'énergie, les pétroliers, les électriciens, etc. Les acteurs deviennent les collectivités locales, les citoyens, les entreprises du bâtiment, les entreprises de transport. Et ça, c'est extrêmement important. Et souvent, on l'oublie. On croit que c'est simplement de changer de technique. Alors, une fois que vous avez fait, enfin, en même temps, parallèle aux économies d'énergie, le deuxième pilier, ce sont des énergies renouvelables. Actuellement, c'est 13% de la consommation mondiale. Ça pourrait être facilement 50%. Et donc, des agences internationales, des Nations Unies, ou les experts du GIEC, du climat, ou l'Agence internationale de l'énergie, développent des scénarios dans lesquels les énergies renouvelables prennent petit à petit la place des énergies de stock. C'est fondamental. Et donc vous avez des pays comme l'Allemagne qui ont décidé, enfin l'Italie et l'Allemagne qui ont décidé de ne plus faire de nucléaire et d'arrêter d'ailleurs petit à petit. L'Italie a déjà tout arrêté, l'Allemagne d'arrêter petit à petit les réacteurs nucléaires et de les remplacer, un, par les économies d'énergie et deux, par les énergies renouvelables. Alors au niveau mondial, le nucléaire représente très peu. Il représente 10% de la production d'électricité, ce qui n'est pas grand-chose.
et qui est peu connu, à comparer à 20% pour les énergies renouvelables. Donc déjà, si vous voulez, il y a la possibilité, on voit bien qu'il y a la possibilité globalement de remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables et par les économies d'électricité. Pour la France, c'est plus compliqué parce que 75% de la production d'électricité vient du nucléaire, mais sur une durée d'une vingtaine d'années, ça peut se faire. Mais ça peut se faire à condition, d'une part, de reconnaître que cette utilisation de l'énergie nucléaire est extrêmement dangereuse à cause du risque d'accident, puisqu'on a vu déjà Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, donc on ne peut plus dire que ce n'est pas possible. Et donc, faut-il garder cette technique alors qu'elle est si dangereuse, tout ça pour produire de l'électricité, alors qu'on peut produire de l'électricité avec bien d'autres choses. Et deuxièmement, il y a la question des déchets radioactifs qui sont automatiquement produits. Si vous produisez de l'électricité d'origine nucléaire, vous produisez des déchets radioactifs. On ne peut pas, ils sont dangereux pendant des centaines et des milliers d'années. On ne peut pas, actuellement, on n'a pas de moyen de les transformer. Et leur stockage pose forcément des problèmes, quelle que soit la solution qu'on cherche. Donc c'est les raisons pour lesquelles l'Allemagne a décidé de s'arrêter. Et c'est quand même très curieux de voir que d'un côté du Rhin, il y a un pays qui unanimement décide de se passer de cette technique le plus vite possible, enfin en quelques années, et de l'autre côté du Rhin, on continue à proclamer que c'est une énergie absolument indispensable. Donc je pense que on peut réduire en tout cas, il faut réduire la production d'origine nucléaire. D'ailleurs, il y a un engagement de passer de 75% à 50%, mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Il faut se mettre dans une ligne de politique énergétique de suppression totale du nucléaire parce que c'est une énergie, cette utilisation-là, et c'est une découverte scientifique tout à fait intéressante, mais cette utilisation-là, telle qu'elle est faite actuellement et de façon prévisible, est trop dangereuse. Vous, en tant qu'expert en maîtrise de l'énergie, en quel type d'énergie renouvelable vous croyez pour demain ? Écoutez, il y en a plusieurs, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs et elles se complètent entre elles. Donc pour la production d'électricité, l'hydraulique est déjà importante en France, peut-être qu'on peut augmenter un peu, et ça c'est vraiment déjà un avantage qui est acquis, qui permet d'ailleurs de compenser des variations des autres. Il y a l'éolien terrestre est actuellement moins cher que le nouveau nucléaire, donc il faudrait développer sérieusement l'éolien terrestre, en particulier par des financements citoyens, enfin des méthodes qui font que les gens sont impliqués dans la mise en place des éoliennes. Il y a le photovoltaïque qui est très intéressant puisque vous produisez directement de l'électricité, donc sans aucune transformation. Et là aussi, on a un retard considérable, et donc il faut qu'il y ait des efforts, y compris du point de vue financement, pour développer le photovoltaïque. Et puis il y a la biomasse, qui est le bois, les déchets, etc., qui est surtout intéressante pour la production de chaleur, et en particulier pour remplacer autant que possible le chauffage électrique, qui est une aberration à tout point de vue, énergétique, financier, etc. Et donc vous avez et la géothermie, en particulier dans le bassin parisien, qui est pas mal utilisée, mais qui pourrait être développée également pour la chaleur. Donc vous avez une palette d'énergies renouvelables qui sont à des degrés de maturité différents, mais toutes celles que j'ai citées peuvent être développées dans des conditions très correctes. Et avec cet apport, on peut tout à fait penser qu'il puisse y avoir de 20 à 30% d'énergie renouvelable assez rapidement, quoi. C'est une proportion qui peut augmenter dans des proportions très importantes, à des degrés très importants, d'autant plus que la France est pratiquement le pays le plus riche en énergie renouvelable en Europe, puisqu'on a à la fois on a toutes ces énergies que j'ai citées en grande quantité, et il y a même maintenant des choses qui démarrent dans les énergies marines, c'est-à-dire les courants marins et les vagues. Les marées, c'est plus difficile parce qu'il faut des sites assez particuliers. Mais les courants marins, je pense qu'il y a des choses qui sont les hydroliennes qui sont intéressantes. Donc il faut mettre le paquet, si vous voulez, sur deux choses. Du côté des économies d'énergie, les deux secteurs les plus fragiles, c'est d'une part le couple entre produits pétroliers et transports, puisque les transports sont trop liés aux produits pétroliers.
avec en partie le problème du diesel, etc. Et donc développement des transports collectifs, développement du train, développement du transport fluvial et côtier. Donc ça, c'est tout un programme lourd qu'il faudrait vraiment très fortement développer. Et le deuxième couple, c'est l'électricité dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Ça représente les 2/3 de la consommation d'électricité. On gaspille l'électricité dans les bâtiments, que ce soit au niveau de l'éclairage, et surtout de ce qu'on appelle les usages spécifiques, c'est-à-dire l'éclairage, l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique. On consomme beaucoup trop, et là, on a un potentiel d'économie d'énergie, d'électricité considérable. Et on voit bien que si on a des objectifs déjà fixés sur les économies d'énergie, c'est-à-dire la réduction de la consommation d'énergie finale, il faut qu'on ait également des objectifs en réduction de consommation d'électricité, ce qui est faisable, mais qui se heurte à des questions de pouvoir et d'argent qui sont très, très importantes en France. Et là, il faut casser ce mythe du tout électrique de façon tout à fait prioritaire. Vous parlez d'EDF par exemple? Ben oui, c'est évidemment l'électricité en France, à part quelques autres acteurs qui sont moins importants, c'est EDF. Et EDF a une position presque de monopole d'État, même si maintenant c'est une société, c'est plus un établissement public. C'est une position de domination qui est beaucoup trop forte, quoi, si vous voulez. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs et surtout que les citoyens reprennent leur indépendance, ou les collectivités locales. Enfin, c'est un système qui est beaucoup trop rigide, alors qu'il peut y avoir énormément de choses au niveau des ménages, des citoyens, des collectivités locales pour réduire cette consommation. Et ce qui d'ailleurs réduira la facture des consommateurs. C'est la meilleure façon de réduire leur facture, c'est qu'ils réduisent à usage égal, qu'ils réduisent leur consommation d'électricité. Pour vous, c'est véritablement la clé, l'économie d'énergie? Bon, économie d'énergie et économie d'électricité. Et c'est la clé pour vraiment débloquer la situation et se mettre franchement sur la transition énergétique. Si vous voulez, le débat énergétique qui a eu lieu l'année dernière a mis ça en évidence. Si vous voulez, ça paraît évident pour les raisons que j'ai expliquées dès le début. C'est-à-dire c'est une obligation mondiale et donc si la France est à la traîne, ben, elle perdra énormément à la fois sur le plan environnemental et sur le plan économique. Et donc le problème, c'est de prendre les décisions et de donner les moyens de se mettre vraiment sur cette trajectoire. La trajectoire est plus ou moins tracée, mais les moyens ne sont pas clairs. Il n'y a rien de pire, si vous voulez, d'annoncer des objectifs et de ne pas dire, bon, mais par rapport à tel objectif, voilà les moyens qui sont mis en place et on démarre. Et là, ça traîne et c'est très dommage. Pas du tout pour des raisons intellectuelles, mais c'est très dommage à la fois pour l'environnement et pour les consommateurs. Merci beaucoup, Monsieur Laponche, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.